Au Bénin, 10 jours après la double attaque djihadiste, l'émotion reste vive. La population est encore sous le choc, d'autant que jamais le pays n'avait connu une opération terroriste aussi meurtrière. 54 militaires ont été tués dans le nord, dans la zone dite du Point Triple, près de la frontière avec le Niger et le Burkina Faso, et dans le parc W, près des chutes de Koudou. L'attaque a été revendiquée par le JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux combattants. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que cette organisation démontre sa capacité de nuisance. Rappelez-vous, en janvier, 30 soldats avaient été tués au même endroit. Pourtant, sur le terrain, d'importants moyens militaires sont déployés. En tout cas, le gouvernement promet de venir à bout de ces criminels, tout en regrettant l'absence de coopération avec les pays limitrophes. Alors, comment relever le défi sécuritaire? Quelle stratégie va-t-il falloir privilégier? Vos réactions, vos témoignages, 33 9 693 693 70, et vos commentaires sur nos réseaux sociaux. Jérémy nous a écrit sur WhatsApp, il nous dit: nous sommes sous le choc, un choc teinté de désespoir, nous sommes traumatisés psychologiquement. Djibril à Parakou, nous vivons actuellement avec la peur au ventre face à ces attaques sanglantes. Ou encore le commentaire d'Apollinaire qui est à Porto Novo, il reconnaît que le gouvernement fait des efforts, mais il s'interroge: qu'est-ce qui empêche nos autorités de s'associer avec le Niger et le Burkina Faso? L'heure n'est plus à la négociation, il est de notre intérêt de former une force commune régionale pour contrer le djihadisme. Au standard, Maurice souhaite prendre la parole. Bonjour Maurice. Bonjour Juan. Vous disiez hors antenne être vraiment dévasté après cette dernière attaque. Vraiment, nous sommes concernés, dévastés, atterrés, parce que 54 de nos compatriotes qui tombent, eh bien, ce n'est pas la blague, c'est quelque chose qui nous tient à la gorge. Et il urge de trouver des solutions efficaces. Et justement, les solutions efficaces, quelles sont-elles selon vous, Maurice? Est-ce que la solution, elle est purement militaire, ou au contraire, vous vous dites qu'il va falloir peut-être une autre approche? Selon moi, les solutions tiennent en 4 points. D'abord, moi je pense qu'avec les armées des pays limitrophes, je veux parler du Togo, du Burkina Faso, du Mali, du Niger et du Nigeria, il faut que l'armée béninoise forme bloc avec toutes ces armées-là. Parce que ces sanguinaires-là, ils sévissent dans tous ces pays. Et quand on tue au Togo, c'est qu'on a tué un Béninois. Quand on tue un Nigérien ou un Nigérian ou un Malien, c'est qu'on a tué un Béninois, c'est qu'on a tué un être humain. J'entends bien Maurice, mais la réalité, elle est telle qu'il n'y a plus de coopération, en tout cas de coopération militaire, entre votre pays, le Bénin, et les voisins du Nord, le Burkina Faso et le Niger. Cette coopération, elle a disparu après les récents putschs. Oui, c'est pourquoi moi je trouve qu'avec ce défi sécuritaire qui s'impose à nous tous, il urge, n'est-ce pas, d'éviter toute dilatation excessive des moi individuels. Il faut oublier les querelles du passé et faire face ensemble aux dangers qui arrivent. C'est comme ça qu'on procède. Dans une famille, même quand il y a des divisions et qu'il y a un danger qui pointe à l'horizon qui risque de faire disparaître tout le monde, on oublie les dissensions, on fait face aux dangers et puis après on règle les problèmes. Oui. Moi je pense que c'est le premier point. Le second point, c'est les renseignements et les informations. Il faut que les militaires aient les informations et les renseignements. Et qui peut les leur donner? Ces sanguinaires-là ne sont pas des extraterrestres. C'est des gens qui vivent dans des milieux, sur des territoires. Et des populations vivent là. Comme ils sévissent le plus maintenant dans le Nord, nos frères du Nord, il y en a qui certainement les voient. Et il faut les mettre dans une situation psychologique de détente qui puisse leur permettre de livrer les informations. Et moi, je pense que notre gouvernement doit faire un effort supplémentaire de créer une union sacrée autour de lui-même. Mais excusez-moi Maurice, l'union sacrée, elle est réelle aujourd'hui, elle est concrète. Il n'y a qu'à voir les réactions unanimes derrière le gouvernement, opposition, société civile, chefs religieux, pour justement soutenir les autorités dans cette lutte. Je crains que ces condamnations unanimes, c'est très bien. Je crains que ce ne soit du simple fait de langage. Parce que il faut que ça aille dans le cœur. Et honnêtement, ce que moi je pense, c'est qu'il y a une situation
qui fait qu'il y a une petite haine, une petite colère dans le cœur de chacun au Bénin. Et il faut qu'il y ait une décrispation politique et sociale. Et cette décrispation va créer une détente psychologique. Et concrètement, je veux dire quoi? Moi, je voudrais demander au président de faire un effort, de libérer les prisonniers qu'on appelle prisonniers politiques, de permettre aux exilés de rentrer. Donc vous pensez qu'une décrispation du climat politique permettrait à une partie de la population, et notamment à certains habitants du Nord, de coopérer davantage avec les forces de sécurité et le renseignement béninois. Je vais donner la parole, Maurice, si vous le permettez, à d'autres auditeurs. Ils sont nombreux à nous appeler, comme vous, de Cotonou, de Porto Novo, de Paracou. Un petit détour avant quand même sur les réseaux sociaux. Jean-Baptiste s'interroge. Quel est le statut des soldats envoyés sur le front? S'agit-il de nouvelles recrues ou de soldats très expérimentés? Manuel, bonjour. Oui, bonjour Juan. À Cotonou, Emmanuel, vous avez été surpris, vous, en apprenant le nombre de victimes, le nombre de morts dans les rangs de l'armée. Exactement, Juan. Je me demande, les soldats qu'ils envoient dans ces positions stratégiques dites, je me demande quels sont ces genres de soldats, parce que je me dis, si vraiment nos soldats bien formés, qui sont des formateurs, dit-on, c'est eux qu'on arrive à tuer comme ça voudrait dire que nous avons un gros problème. Les nouveaux recrues, les recrutements dans le truc là, dans les recrutements militaires qu'on entend depuis 4-5 ans, ce n'est quand même pas de petits effectifs. Si juste après formation, on envoie ces jeunes-là là-bas, sans expérience, qui ne connaissent pas vraiment les milieux de guerre, nous avons un problème. Nous avons un problème dans ce sens où vous n'êtes pas le seul à vous poser des questions, à savoir concrètement qui sont ces soldats envoyés sur le front. Je lisais juste avant de vous accueillir sur l'antenne, Emmanuel, la question posée par Jean-Baptiste, lui aussi à Cotonou. Je rappelle quand même qu'il y a depuis maintenant 4 ans 3000 soldats déployés pour patrouiller le long de la frontière, pour essayer de prévenir les attaques qui sont de plus en plus fréquentes. Les autorités ont également recruté 5000 soldats supplémentaires pour renforcer justement la sécurité dans le Nord. Ça signifie pour l'instant, Emmanuel, que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas et je me dis, mais que fait le service de renseignement? C'est ça qui m'amène à la question, ce que fait le service de renseignement, parce que c'est quand même de budget mis à disposition pour avoir l'information et anticiper sur les coups. Ouais. Alors, mais que fait le service de renseignement? Maurice, Emmanuel, pardon, vous posez beaucoup de questions. Élisée nous rejoint, il est également à Cotonou. Bonjour Élisée. Bonjour Juan Gomez. Et comme la majorité des citoyens, vous aussi vous posez des questions et vous pointez du doigt la communication gouvernementale. Vous dites qu'elle est trop opaque. Exactement. Juan Gomez, nous n'arrivons pas à comprendre cette manière-là de communiquer. Est-ce que c'est toujours la normocommunication qui va toujours dans ce sens? On semble maquiller les chiffres, on dirait, parce qu'au départ, on nous a annoncé 8 morts, mais finalement, nous sommes allés jusqu'à 54. C'est énorme et c'est déplorable. Et je voudrais m'incliner devant la mémoire de ces soldats disparus au front. Au-delà de ça, je pense qu'il faut revoir la coopération et essayer d'aller au contact, comme l'a dit Maurice tout à l'heure, avec les autres États de la région. Je vais parler du Niger, du Burkina Faso. Nous n'avons pas le choix, quelles que soient les dissensions, quels que soient les différends qui nous opposent. Aujourd'hui, je crois qu'il y a urgence. On doit ramener la balle à tête. Les autres nous accusent. Essayons de voir dans quelle mesure les mettre en confiance pour qu'on puisse endiguer une fois de bon cette crise-là. Parce que nous avons déjà perdu assez de soldats. La dernière fois, on a parlé de 34. Aujourd'hui, nous sommes à 54. Ouais. Demain, ça sera quoi? Et nous qui sommes à Cotonou ne sommes pas pour autant rassurés, je vous en prie. Bien sûr. Je pense que l'État doit je sens l'inquiétude justement grandir dans les réactions des uns et des autres. Vous qui nous écoutez à Cotonou, à Porto Novo, en tout cas dans le sud du pays. Certes, les attaques jusqu'à présent, elles ont ciblé le nord du Bénin, mais l'inquiétude grandit dans le sud du pays. Donc vous privilégiez, vous, la coopération militaire avec les pays voisins du nord,
Burkina Faso, Niger, mais encore faut-il que le dispositif mis en place dans ces pays soit performant. Vous avez suivi certainement, Élysée, les propos du porte-parole du gouvernement la semaine dernière, qui regrettait l'absence de coopération et qui regrettait également le fait que de l'autre côté de la frontière, il n'y ait pas autant de moyens suffisamment déployés pour empêcher l'arrivée des djihadistes côté béninois. Oui, bien sûr, Juan. Le problème, c'est que ces États, Niger, Burkina Faso, ils sont méfiants. Donc ça revient aux Béninois, à l'État béninois, de mettre en place le mécanisme nécessaire pouvant favoriser un dialogue franc entre les trois États. Aujourd'hui, nous n'avons pas cette possibilité-là de poursuivre ces djihadistes-là jusqu'en territoire nigérien ou en territoire burkinabé, alors que nous n'avons pas de cellules ou de base chez nous. Ouais. Ils viennent de là-bas, ils viennent nous attaquer. Donc, alors qu'avant le coup d'État, par exemple, au Niger, avec le président Mohamed Bazoum, il y avait une coopération qui existait et qui permettait à l'armée béninoise de pouvoir traquer les djihadistes jusqu'à 10 km à l'intérieur du territoire nigérien. Tout ça a volé en éclats après le renversement de Mohamed Bazoum. Et effectivement, les accusations de la junte nigérienne concernant le Bénin qui abriterait des forces pour tenter de déstabiliser le régime du Niger. On va donner la parole à d'autres auditeurs. Je vois qu'un auditeur du Niger souhaite s'exprimer. On va le rappeler donc dans un instant, bien évidemment. On a envie d'entendre comment, de l'autre côté de la frontière au Niger, on perçoit la multiplication des attaques. Gracias nous a écrit, il nous dit: notre président Talon doit diligenter des émissaires au Niger, au Burkina Faso, en vue de mettre en place une force conjointe pour défendre nos trois nations. Et pour cela, dit-il, il va falloir normaliser les relations avec nos voisins. Bonjour Morel. Oui, bonjour Juan. Un gros coup dur, voilà comment vous avez qualifié au Standard l'attaque djihadiste d'il y a 10 jours. Exactement. Ça a été un gros coup dur pour tout le peuple béninois, en particulier moi également. Parce que, comme l'a dit mes prédécesseurs, l'attaque a eu lieu le 17 avril. Bon, les attaques, après 17 avril, il y a eu encore d'autres attaques. Maintenant, ce cas a vraiment été touchant parce que, tout d'abord, on n'a pas eu le nombre exact des morts. On n'a pas eu le nombre exact. C'est après que le gouvernement nous a sorti les 54 morts. Vous voyez. Et donc vous vous posez des questions. C'est vrai que plusieurs d'entre vous nous disent: mais pourquoi on nous a d'abord annoncé 8 morts et ensuite 54 morts, alors que des médias, attention à toutes les informations qui circulent sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai que certains médias ont parlé d'un bilan bien plus lourd que celui annoncé officiellement par les autorités. Donc ça vous, du coup, vous doutez, vous, du vrai bilan? Non, bon, moi je ne doute pas trop parce que dès que ces attaques surgissent, normalement, même les médias doivent attendre la décision du gouvernement avant de publier. Puisque c'est le gouvernement qui doit au moins nous dire que, bon, il y a eu un mort, il y a eu 2 morts. Maintenant, les choses se suivent comme ça, on attend des morts. Et ça fruit la population, parce qu'on ne connaît pas le nom exact. Et si vous permettez, cette attaque confirme l'extension des groupes djihadistes terriens vers les pays côtiers, comme le Bénin. Vous voyez, et elle accentue également la pression sur les forces armées et entourage. Donc il nous faut vraiment de l'aide. Il nous faut vraiment de l'aide. Et ce que le gouvernement actuel est en train de faire, c'est vrai que ça reste en fait. Ça reste. Et ces enjeux à long terme pour le pays, je pense qu'il faut, sur le plan de sécurité, il devrait investir davantage dans cette capacité militaire et renseignement, surtout le renseignement. Surtout le renseignement. Certains nous disent sur WhatsApp, mais notre armée n'a-t-elle pas des drones pour surveiller de près la zone frontalière avec le Burkina Faso et le Niger? Merci en tout cas, Morel, de votre analyse. Abdoulaye, bonjour. Bonjour, M. Ron Gomez. Vous êtes à Madawa, c'est au Niger. Le Niger qui est quand même pointé du doigt par justement le Bénin. Le Bénin estime que le Niger ne fait pas suffisamment pour empêcher les djihadistes de se rapprocher de la frontière du Bénin. Vous aviez envie de prendre la parole, on vous écoute. Moi, ce que je voulais dire par rapport à cette situation, c'est que le Niger et le Burkina, y compris le Mali, endurent cette situation depuis pas moins de 10 ans. Donc,
Et au lieu que le Bénin se détourne du Niger ou que le Niger se détourne du Bénin, je pense que ça devrait être l'inverse. Et les armées de ces trois pays sont aguerries en matière de lutte contre le terrorisme. Et il est temps vraiment pour les Béninois de mettre de l'eau dans leur vase, même si vous allez me dire que c'est le Niger qui doit mettre de l'eau dans son vase. Bah c'est quand même le Niger excusez-moi, c'est quand même le Niger qui accuse le Bénin d'abriter des bases, soi-disant pour déstabiliser votre pays. D'où mon argumentaire pour expliquer que aujourd'hui on est arrivé à un stade où le Bénin doit rassurer ses voisins. Si le Bénin véritablement veut coopérer avec ses voisins pour lutter contre le terrorisme, il doit rassurer ses voisins. C'est-à-dire que toutes les inquiétudes soulevées par les voisins, le voisin nigérien, le voisin burkinabé, doivent être élucidées par le Bénin. D'abord, on accuse le Bénin d'abriter des bases terroristes, en sorte que ces pays soient rassurés, en leur demandant d'envoyer des émissaires dans le nord pour vérifier d'eux-mêmes. Ensuite, les deux pays accusent le Bénin d'abriter également des militaires français. Faites en sorte que ces militaires français s'en aillent. Parce que si vous avez compté sur les militaires français pour assurer votre sécurité... Mais Abdoulaye, encore faut-il que ces militaires français soient physiquement présents au Bénin. Vous dites qu'il faut qu'ils s'en aillent, mais encore faut-il qu'ils soient physiquement présents. Qu'est-ce qui nous garantit qu'ils ne sont pas là, M. Ron Gomez? L'un de l'autre, le Bénin a argué qu'ils ne sont pas là. Oui. Le Niger et le Burkina continuent à arguer qu'ils sont là. Sans jamais apporter la moindre preuve, Abdoulaye. Non. Bah dans les explications que le chef d'État nigérien a données, il a donné des preuves. Maintenant, tout ça, c'est du passé. Moi, je pense qu'on est arrivé à un stade où, si les deux pays ou les trois pays veulent faire véritablement face au terrorisme, c'est que toutes les inquiétudes soulevées par les deux premiers là soient dissipées par le Bénin. Ouais. C'est ce que nous dit Kevin sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp. Il nous dit le gouvernement béninois doit impérativement renouer la coopération militaire avec les voisins. Les trois pays devraient laisser de côté leurs égos, leurs divergences politiques pour faire face ensemble à cette menace qui prend de l'ampleur. Fin de citation. Merci en tout cas de nous suivre sur les réseaux sociaux et bonne journée donc Abdoulaye à Madawa. On repasse au standard. Malik, il est journaliste Malik, il veut prendre la parole. Bonjour Malik. Bonjour Louane. Directeur de publication du quotidien Nassira. Oui, exact. C'est bien ça. Et vous pointez du doigt, vous, la communication gouvernementale. Eh bien, merci. Comme l'a dit notre prédécesseur, cette guerre, il faut d'abord chercher à comprendre la source du terrorisme qui secoue actuellement la sous-région et précisément le Bénin. Quel est l'objectif poursuivi par les bandes armées qui viennent tuer et qui replient sans être inquiétés? Et moi, je me rappelle, pour l'historien du présent que nous sommes, en 2019, le Bénin a essuyé son premier acte terroriste sur le parc Pandjari. Effectivement. Et qui vous souvenez, à l'époque, il y avait une coopération militaire entre les pays voisins au Bénin. Et vous vous rappelez que le guide Fiacre Gbedji a été assassiné, mais on a retrouvé quand même les touristes français qui étaient dans ce parc-là. Effectivement, l'apport? Mais parce qu'à l'époque, il y avait effectivement, comme vous le disiez, une coopération avec les pays voisins, ce qui n'est plus le cas. C'est la réalité. Comment renouer et réinstaurer la confiance de part et d'autre de la frontière, c'est la question qu'on se pose évidemment. Et vous avez été nombreux à dire, voilà, mettons nos égos de côté, laissons nos divergences de côté et tentons de nous rapprocher de nouveau pour lutter contre cet ennemi commun.